Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 13. L'annonce. Les Silians se sentaient brusquement terrassés par la pensée de n'être que des pantins sans véritable libre arbitre, eux qui avaient mis l'autodétermination sur un piédestal, refusant toute forme de gouvernement ou d'aliénation, y compris celui qu'imposait un système monétaire. La seule contrainte qu'ils acceptaient, le respect qu'ils se devaient les uns envers les autres, et de ne jamais faire à autrui ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse à eux-mêmes. En dehors de cela, ils agissaient à leur guise, et endossaient de façon pleine et entière leur personnalité propre, sans fard ou faux semblant. Qu'on leur annonce que quelque chose au-dessus d'eux les manipulait leur répugnait au plus haut point. Mais tout ceci ne reste que spéculation, ajouta tout de même Morane au bout d'un moment. Je n'ai pas la preuve de ce que j'affirme. Ce sont juste des déductions. Que des marionnettes. Une entité nous manipule. Nous ne sommes pas libres. Et si nous refusions de participer à cette mascarade? Serait-ce même possible? Serions-nous sanctionnés? Y aurait-il un moyen de se rebeller, alors que nous ne sommes même pas sûrs de ce que nous affirmons? Imaginez les conséquences. Et si cela créait une catastrophe? Nous ne restons que de simples fourmis à l'échelle de l'univers. Oui, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec le feu. Nos connaissances sont si restreintes. Le Nahal s'était transformé en un océan agité de réflexions diverses et moroses. Ceux qui se trouvaient sur Ganelan, connectés en permanence à l'espace de pensée Siliane, se contentaient d'emboîter le pas de manière mécanique aux agents de l'APC, en ne pouvant s'empêcher d'arborer un air sombre sur leur visage. « Qu'est-ce que vous avez ?» demanda Netona à voix basse en notant l'humeur étrange de ses compagnons. « De mauvaises nouvelles ?» « Rien qui concerne notre affaire actuelle, » répliqua Jade d'un ton bougon. « On vous expliquera plus tard. » En attendant, leur groupe guidé par Miss Bay avait suivi les invités jusqu'à une gigantesque salle de réunion. Le plafond devait bien se situer à 6 mètres de hauteur, et il était décoré de nombreuses peintures représentant des scènes illustrant les fondamentaux de la Confédération. La justice, l'intégrité, le partage et le progrès, toutes ces belles idées qui avaient été maintes fois maltraitées au cours de son histoire. La salle en elle-même, de forme rectangulaire, pouvait sans aucun souci contenir un bon millier de personnes sans les tasser. Elle avait été utilisée, en de maintes occasions, à des fêtes, des banquets et des bals. Il s'agissait du symbole même du faste gouvernemental. L'endroit où les dirigeants invitaient les individus les plus riches, les plus puissants et les plus influents de la galaxie, bien loin de la pauvreté de certaines planètes. 3 murs peints en rouge sombre servaient à mettre en évidence les portraits de plusieurs anciens chanceliers qui y étaient accrochés, tandis que le dernier pan était constitué de hautes et grandes baies vitrées donnant sur les jardins intérieurs du palais. Dehors, le soleil brillait, la température était douce et un léger vent faisait osciller les arbres du parc avec lenteur. Plusieurs fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer les odeurs agréables de fleurs et d'herbes coupées. De très nombreuses tables disposées de ci de là proposaient boissons et nourriture aux invités. Il devait déjà y en avoir plus de 300 présents dans la salle, peut-être plus. Ils étaient tous parfaitement bien habillés et déambulaient de manière tranquille et sereine, se croisant en se disant bonjour, discutant le sourire aux lèvres, et dégustant quelques petits fours ou savourant un verre d'alcool. Ils arboraient une attitude de politesse forcée, de celle qu'il est bon d'avoir dans ce type de réunion, même si par derrière, on n'hésitait pas à s'entretenir sur l'infidélité d'un tel ou des dépenses exagérées de la femme d'un ministre dont on préférait taire le nom. Ce genre d'anecdotes croustillantes était bien trop plaisante pour ne pas les évoquer de façon discrète. Après tout, cette vie feutrée se révélait au final tellement ennuyeuse qu'il fallait bien trouver quelques raisons de s'amuser. Et s'il était possible de le faire aux dépens de quelqu'un, c'était encore mieux. Des agents de l'APC, postés un peu partout, complétaient le décor et observaient en permanence les moindres gestes de chacun. L'atmosphère restait calme et détendue, malgré cette présence désagréable, ce qui contrastait avec l'humeur du groupe de Miss Bay. La commandante scruta la salle d'un œil critique et se plaça à quelques mètres de l'entrée, proche d'une table sur laquelle la moitié des petits fours avaient déjà disparu. Suivie de près par son escouade qui ne la quittait pas d'une semelle, elle lança un regard panoramique sur l'endroit. « Essayons de repérer l'Asdad parmi cette foule », murmura-t-elle. Ils se mirent à dévisager les invités pendant de très longues minutes, en faisant semblant de monter la garde.
Les personnes présentes ne faisaient pas attention à eux. Il ne s'agissait après tout que d'agents de l'APC réalisant un classique travail de surveillance et de protection. De simples sous-fifres qui ne se trouvaient là que pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Rien que de plus normal. Impossible de voir tout le monde d'ici, chuchota Jade. Il se pencha vers Miss Bay pour lui demander à voix basse. Et si nous essayions de patrouiller un peu au milieu de tous ces gens, nous aurions plus de chance. Non, répliqua la commandante sur un ton ferme. Il ne s'agit pas du protocole de l'APC dans ce cas précis. Nous devons rester sur place et observer l'endroit de là où nous nous situons. Si nous tentons de déambuler dans cette foule, nous allons immédiatement nous faire remarquer par les autres agents, ainsi que par les invités eux-mêmes. N'empêche, insista le Silian. Il y a trop de monde, nous n'arrivons à en voir qu'une petite partie d'ici. Que faisons-nous si nous le repérons parmi ces gens? Coupa Iridris. Nous ne pourrons rien entreprendre s'il se trouve en ce moment même au sein des convives, admit Miss Bay. Il faudra chercher un moyen de l'isoler. Je me propose d'aller vers lui et de lui dire que j'ai un message important à lui délivrer. Il ne devrait pas se méfier d'un agent de l'APC. J'imagine que tous ceux qui travaillent dans le palais sont à son service. Probablement, oui, murmura Jade en jetant un œil machinal vers l'entrée. Il réalisa alors un mouvement brusque, et se cacha à moitié derrière Gaval. « Regardez qui vient d'arriver !» s'exclama-t-il en gardant la voix assez basse. Une femme, assez grande et habillée d'un long manteau de soie noire décoré de nombreux bijoux, avait pénétré dans la salle. Son visage montrait une forte contrariété qu'elle tentait en vain de dissimuler. Elle balaya l'endroit des yeux, sans prêter la moindre attention aux différents agents de l'APC, puis ayant réussi à repérer quelqu'un de particulier, elle se dirigea résolument vers lui. « Ruby Saphir » murmura Jade. Céliane la suivit du regard d'un air glacial. Il s'agissait donc de la fameuse Madame Saphir, celle qui hantait ses nuits, celle qui souhaitait lui prendre son Jade et le transformer en pantin obéissant, celle qui allait aider l'Asdad à provoquer la chute de la Confédération. Elle sentit la haine l'envahir, à tel point que sa respiration devint difficile. Hors de question que cette catin arrive à ses fins. Il fallait l'arrêter à tout prix. Ruby, ignorant qu'on l'observait avec une telle animosité, s'approcha d'un homme qui se trouvait au milieu d'un groupe de convives et que Miss Bay et ses compagnons ne pouvaient pas remarquer de là où il se situait. Elle se pencha pour murmurer quelques mots à son oreille, puis tous deux s'excusèrent auprès des invités afin de se diriger un peu à l'écart. Ils purent alors voir sans aucun doute possible qu'il s'agissait d'Elibom Lasdad. Il était habillé d'un costume rouge sombre de qualité, et son visage, d'une grande beauté, possédait des traits fins et délicats, tandis que ses cheveux noirs bouclés, parfaitement bien coiffés, tombaient en cascade sur ses épaules. Il suivit Ruby dans un coin de la pièce à quelques mètres seulement de l'endroit où se trouvaient Miss Bay et ses agents. Alors qu'il se tournait vers elle, ils purent voir ses yeux étranges. L'iris était d'un bleu très pâle, presque blanc, entouré d'un cercle plus foncé couleur marine, ce qui donnait à son regard une intensité quelque peu inquiétante. Tout comme Jade, Netona se décala de quelques centimètres afin de se cacher derrière le capitaine Tarman. Il ne fallait pas que son ancien chef le reconnaisse. Céliane fit de même, elle aussi avait déjà été en contact avec Elibom. Même si cela avait été assez bref, il pouvait encore se souvenir de ses traits. Ruby dit quelques mots à voix basse à l'oreille d'Elibom, elle semblait nerveuse et inquiète à la fois. Il l'écouta sans l'arrêter, mais au fur et à mesure, son visage changea pour passer d'une sérénité tranquille à une fureur sous-jacente. Elle porta une main à sa poitrine, là où se trouvait précédemment l'aliénateur. J'ai l'impression qu'elle doit lui expliquer les événements de tout à l'heure avec moi, supposa Jade, toujours à moitié cachée par Gaval. Cela risque de ne pas arranger nos affaires, affirma Miss Bay. Il va devenir méfiant. Cela vaut quand même le coup d'essayer, proposa Errol. Allez-y et mettez votre plan à exécution. Nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions. Miss Bay acquiesça, mais alors qu'elle n'avait fait qu'un pas en avant, Elibom se retourna brusquement vers ses invités, un air ravi plaqué sur le visage. Il frappa des mains à plusieurs reprises pour demander le silence dans la salle afin de prendre la parole. « Je crois que c'est raté », murmura Jade. « Trop tard. »« Ne soyez pas défaitiste », répliqua Miss Bay. « Rien n'est encore joué.
Attendons de voir la suite. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Le Silian secoua la tête, et sans le faire exprès, il croisa le regard de Céliane. Elle semblait désespérée, et pendant un instant sans avoir à se connecter au Naal, ils comprirent tous les deux qu'ils partageaient les mêmes pensées. De son côté, Elibaume, ayant réussi à imposer le silence dans toute la salle, avait commencé à parler. « Mes chers amis », débuta-t-il d'une voix forte pour que tout le monde puisse l'entendre. « Il est temps que je vous explique pourquoi je vous ai fait venir en ce lieu, en cette magnifique journée ensoleillée. » Les invités se tournèrent vers lui de manière naturelle, cessant de discuter entre eux et terminant d'avaler leur dernier petit four pour mieux se focaliser sur celui qui avait pris la parole. Ruby s'était mise en retrait, à quelques pas derrière. Elle conservait un visage contrarié. Elibaume attendit d'avoir l'attention de tout le monde avant de poursuivre. « Je me trouve ici devant vous pour vous annoncer une grande nouvelle. Quelque chose qui va changer notre avenir à tous en réalité. Mais ne nous précipitons pas, j'aimerais avant cela vous parler un peu, de moi. » Il afficha un sourire radieux, tandis que les invités le regardaient, certains avec bienveillance, d'autres simplement dans l'expectative. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas ou du moins très peu, » continua-t-il en feintant une certaine humilité. « Je viens d'une noble famille habitant en Oralk, une petite planète insignifiante et bien modeste au sein de cette gigantesque confédération. Nous vouons un culte à la sublime déesse Mijalk, incarnation suprême du renouveau, de la renaissance et de la repentance, depuis le début des temps. Notre déesse, dans sa bonté infinie, soutient tous ceux qui souhaitent changer, repartir du bon pied après un échec, abandonner leurs erreurs passées pour choisir le chemin de la droiture, bref en un mot, tous ceux qui veulent se reprendre en main et revenir à la vie sous un autre jour, modifié et purifié. Et croyez-moi, en ce qui me concerne, je me suis largement appuyé sur ses préceptes et sur son amour. » Il réalisa une pause, balaya du regard l'ensemble de ses invités, et satisfait de constater que tout le monde l'écoutait religieusement, il continua. « J'ai connu ma part de malheur, » affirma-t-il en affichant un visage peiné qui transpirait tellement la comédie que peu de gens devaient être dupes. « Ma famille entière a été exterminée, et je n'en suis que l'unique rescapé. » Des oh, tristes se firent entendre parmi l'assemblée, ce qui tira chez Elibaume un léger rictus de contentement. « Faut qu'il arrête, il va me faire pleurer, » bougonna Jade dans le Naal. « Il essaie d'entraîner tout le monde dans son récit, » expliqua Ilan. « Un cas typique de manipulation de foule. Ce type me révulse. »« Il faut le stopper à tout prix, » s'exclama Céliane. « Quand est-ce qu'on agit ? » « Regarde autour de toi, » répliqua Jade. « Il y a des agents partout. On ne peut rien faire pour le moment. Cela transformerait cet endroit en un véritable champ de bataille. Il y aurait trop de victimes. »« Il y en aura encore plus si on ne fait rien, » s'énerva-t-elle. « Calme-toi mon ange, nous trouverons le bon moment. » De son côté, Elibaume poursuivait son discours. En effet, la Confédération n'appréciait pas notre sainte déesse et jugeait notre culte barbare. Mais elle n'avait pas compris alors à quel point il était généreux, permettant à toutes et à tous d'oublier son passé et de repartir sur un nouveau chemin, de revenir à la vie, de renaître de ses cendres. Et c'est ce que j'ai fait. Personnifiant les préceptes de Mijalk, j'ai fait table rase de mon ressentiment envers ceux qui avaient tué ma famille, et je suis allé vers eux, les bras ouverts, en signe de paix. Il écarta les bras en grand pour illustrer son propos, un sourire bienveillant sur le visage. Netona, pendant ce temps, toujours à moitié caché derrière Tarman, se pencha vers Jade discrètement. « Vous pouvez le scanner de là où nous sommes ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui », répondit Jade. « Essayez de savoir s'il possède sur lui l'aliénateur. » Le Silian acquiesça, puis commença à se concentrer sur Elibaume. Quelques secondes plus tard, il se retourna vers Netona pour lui chuchoter. Il l'a sur lui, autour du cou, sous son costume. « Parfait, » fit l'ex-lieutenant en arborant un sourire mauvais. « Qu'avez-vous en tête ?» Mais Netona ne répondit pas, et Elibaume reprenait son discours. « J'ai travaillé dur, très dur, » affirma-t-il sur un ton presque las. « J'ai gravi les échelons un à un, parfois trébuchant, parfois ayant des doutes. »« Ben voyons, » murmura Netona. « Mais je me suis accroché à ma déesse lorsque je vacillais, »
lui demandant de m'insuffler courage et persévérance. Et tout en avançant dans mon projet de retour à la vie, j'ai parlé de Mijalk autour de moi, faisant comprendre à quel point elle était bonne et juste. Il réalisa une pause, les yeux levés vers le plafond et un sourire plaqué sur les lèvres. Beaucoup de gens ont fini par l'admettre, continua-t-il. Et ils se sont convertis. Tant et si bien que je peux à présent vous affirmer que le culte de Mijalk est devenu la principale religion de la Confédération. Ruby, toujours en retrait, se mit alors à applaudir avec frénésie, bientôt rejointe par les invités, certains le faisant avec enthousiasme, d'autres avec beaucoup plus de réserve. « Je ne peux pas le croire », s'exclama Céliane dans le Nahal. « Ce n'est pas possible. Il ment forcément. » « Je n'en suis pas si sûre, » répondit Ilan. « Nous avons eu beaucoup de signaux inquiétants avant de quitter cette galaxie, et les choses ont dû s'empirer en notre absence. J'ai bien peur qu'ils disent la vérité. » Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Les gens doivent se réveiller. Les applaudissements commençaient à faiblir, tant et si bien que Elibaume reprit la parole. Par conséquent, j'ai demandé au chancelier d'acter le culte de Mijalk comme étant la religion d'État de la Confédération. De nombreux murmures montèrent au sein de l'Assemblée, tandis que Céliane secouait la tête de façon énergique. « Arrête mon ange », intervint Jade dans le Nahal. « Tu vas finir par te faire remarquer. Nous devons le stopper maintenant. Vous ne le voyez pas? Tout va s'effondrer. » Il s'approcha d'elle de manière discrète et posa une main douce et pleine de tendresse sur son bras. « On va empêcher ça », affirma-t-il sur un ton apaisant. Elibaume affichait un air triomphant et il prit une grande respiration avant de déclarer haut et fort. « Et il a accepté. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la statue officielle de la seule religion autorisée dans la Confédération. » Il se tourna vers l'entrée de la salle afin de faire un signe à plusieurs personnes qui se trouvaient là. 6 agents de l'APC s'avancèrent alors, tirant et poussant un socle en suspension à quelques millimètres au-dessus du sol et sur lequel était posée une sculpture d'un blanc laiteux de 3 mètres de haut. Elle représentait une femme assise en tailleur, les bras écartés, la main droite enflammée et la gauche tenant une étoile stylisée entre le pouce et l'index. Les Silians l'observèrent d'un œil noir, elle leur rappelait tant de mauvais souvenirs. Même Netona ne put s'empêcher de grimacer. Et dire que, pendant tant d'années, il l'avait vénérée. Comment avait-il pu être si stupide? Avec un peu de difficulté due aux dimensions de l'objet, les agents la placèrent derrière Elibaume, à moins d'1 mètre du mur du fond. « Voici la statue de la déesse de la Confédération », annonça Elibaume de façon théâtrale. Ruby applaudit de nouveau, entraînant le reste de la salle à faire de même. Malgré tout, certains convives ne paraissaient pas à l'aise avec ces dernières nouvelles. On pouvait voir quelques personnes froncer les sourcils, d'autres jeter des coups d'œil inquiets autour d'eux. L'atmosphère commençait à devenir lourde, tandis que Céliane répétait les mêmes choses en boucle dans le Nahal. « Quand intervenons-nous? Quand ?» Quand il aura terminé son discours. Il s'éloignera peut-être des invités, avec un peu de chance, supposa Ilan. Oui, il vaudrait mieux le choper quand il se situera à l'écart de la foule, enchaîna Jade. Mais vous trouvez tout ceci normal, insista Céliane. Il a réussi à imposer sa religion à la Confédération. Rien n'est normal ici, répliqua Jade. Mais on va l'arrêter. Il faut juste saisir le bon moment. Regarde, il y a des agents de l'APC partout dans cette salle. Si nous intervenons maintenant, qui sait ce qu'ils vont faire? Je refuse d'avoir des morts parmi le gouvernement actuel sur la conscience. Plus on attend et plus les choses vont se dégrader. Je le sens, je l'ai vu. Jade, toi aussi, non? Je ne sais pas. Ce n'était peut-être que de simples cauchemars. Non, il s'agissait de l'avenir dont nous avons été les témoins tous les deux. Dem Una nous a envoyé un message. Rappelle-toi les débris partout. Il va détruire cette galaxie. On va l'en empêcher, ne t'inquiète pas. Arrête de me dire ça, je vois tout s'effondrer sous mes yeux. Alors oui, je panique, et tu devrais faire la même chose. Non, nous devons rester calmes et agir au bon moment. Elibaume regardait maintenant la statue de sa déesse d'un air satisfait. Puis au bout d'un moment, il se tourna vers son assistance.
Mais tout ceci n'était que le simple préambule de cette réunion, expliqua-t-il tout sourire. À présent, il est temps que je vous annonce la véritable nouvelle. Celle qui va changer la Confédération pour les siècles à venir. Mais pour cela, j'ai besoin de celui qui a imaginé et mis au point ces changements. J'ai nommé le grand chancelier Hicham. Toujours d'un geste théâtral, Elibaume montra l'entrée où un homme venait de se présenter. Il était grand, âgé, et si quelques mois plus tôt il semblait en pleine forme, à présent il marchait courbé, l'œil éteint. Il regarda tout autour de lui, comme s'il ne savait pas réellement où il se trouvait, ni ce qu'il faisait là. Les invités, dans un premier temps surpris, décidèrent de l'applaudir de manière chaleureuse pour l'encourager. Elibaume vint à sa rencontre, le prit par le bras afin de l'aider à avancer dans la salle et à se placer devant la statue. Cela n'augure rien de bon, bougonna Jade. Effectivement, renchérit Iridris en fronçant les sourcils, j'ai un mauvais pressentiment. Ah, quand même, s'exclama Céliane énervée. Vous réagissez enfin. Je vous le dis depuis tout à l'heure que ça va mal se terminer tout ça. Quelqu'un savait-il qu'il était aussi diminué? Demanda Ilan. D'après Nétias qu'il avait rencontré il y a seulement quelques mois, il allait parfaitement bien, signala Méridoc la traductrice qui avait décidé de tenir leur invité confédéré au courant de ce qu'il se passait. Son état physique est donc anormal. Son état physique, s'exclama Céliane. Tu parles, il n'y a pas que ça. Regardez-le, il ne sait même pas où il se trouve. Il doit être drogué à mort. Oui, probablement, admit Iridris. Avec moult difficultés, Elibaume avait réussi à faire venir Hicham devant la statue. À vous chancelier, dit-il, il est temps de faire l'annonce que vous avez préparée ces dernières semaines. L'homme le fixa, sembla avoir du mal à le reconnaître, puis se tourna vers les invités, tout à fait perdu. Son regard vide balaya la salle, jeta un œil sur les tableaux accrochés au mur et émit un sourire béat en se souvenant de certains d'entre eux. Il est à la ramasse, soupira Céliane. Il ne se trouve plus en mesure de diriger quoi que ce soit. Elibaume se pencha vers Hicham, lui agrippa le bras et lui murmura à l'oreille. Vous savez ce que vous avez à dire, n'est-ce pas, chancelier? Vous vous rappelez, la grande annonce, celle que nous avons répétée ensemble. Vous vous souvenez du texte? Ah! Oui, dit-il en se redressant quelque peu. Il sembla reprendre ses esprits de manière partielle et fit face aux convives qui se demandaient ce qui se déroulait sous leurs yeux. Certains commençaient à devenir nerveux. J'ai décidé, déclara Hicham d'une voix éraillée et hésitante, que la Confédération n'avait plus le type de gouvernement approprié. Cela doit changer. Nous ne nous trouvons plus en mesure de faire régner la paix et la sécurité dans la galaxie. Des groupes, des groupes. Des groupuscules, souffla Elibaume. Oui, des groupuscules extrémistes menacent de renverser, chuchota Elibaume. Ils menacent de renverser le gouvernement. Nous devons leur, opposer, une résistance. Oui, une résistance à la hauteur du défi, qui nous attend. Notre, démocratie est faible, elle ne peut pas faire face. Il nous faut un État fort, gouverné par un homme qui pourra, prendre des décisions fortes, murmura Elibaume. Prendre des décisions fortes, et protéger notre civilisation. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'élections démocratiques. Des mouvements se firent parmi les invités, certains semblaient stupéfaits, d'autres souriaient bêtement, comme s'ils n'avaient pas compris ce qui avait été déclaré. Céliane secouait la tête de manière machinale, les yeux au bord des larmes. Hicham, de son côté, paraissait tout à fait épuisé par son discours. Il avait du mal à respirer et semblait à la limite de s'effondrer. Elibaume insista malgré tout pour qu'il poursuive. « Terminez votre annonce, chancelier, demanda-t-il. Ensuite, vous pourrez aller vous reposer. » Oui, je déclare, fit Hicham d'une voix faible, qu'à présent, la Confédération sera, un empire. Les Silians se regardèrent entre eux, totalement stupéfaits,
tandis que Céliane fermait les yeux et qu'une larme glissait sur sa joue. Et à sa tête, continua le chancelier, j'ai choisi Elibaume Lasdad. Il sera appelé Elibaume Ier. Il régnera à travers les âges avec sagesse, et emmènera notre peuple vers un avenir lumineux. Ruby applaudit avec force, et seule une petite partie des invités firent de même, les autres observant avec consternation la situation, sans rien dire, rendus muets par le choc. Elibaume, par contre, irradiait. Il fit un pas en avant, posa une main sur l'épaule d'Hicham, avant de déclarer haut et fort. Merci chancelier, ou devrais-je maintenant dire ex-chancelier? Ajouta-t-il avec un rire étrange. Je me montrerai digne de la charge qui m'incombe à présent. Je vais réformer l'Empire en profondeur et établir des lois qui resteront en place pour les siècles à venir. Ne laissez pas faire ça, s'il vous plaît, supplia Céliane dans le Nahal. Avez-vous l'intention d'agir ou bien de permettre à la galaxie de s'effondrer sous nos yeux? Car je vous signale que là, maintenant, elle est en pleine chute libre. Nous allons le faire, mais attends encore un peu, ce n'est pas le bon moment, insista Jade en regardant autour de lui pour évaluer la situation. Il nous faudrait plus d'intimité pour éviter les dommages collatéraux. Elibaume se tourna alors vers Ruby et l'invita à le rejoindre, ce qu'elle fit en souriant et en marchant avec une lenteur calculée. Et voici ce que sera ma toute première annonce en tant qu'empereur de la galaxie. Je vous déclare que, dès demain, j'épouserai ma bien-aimée Ruby qui deviendra l'impératrice et la mère des futurs empereurs qui dirigeront après moi. Ruby effectua une révérence sophistiquée en conservant son sourire, tandis que quelques applaudissements épars se faisaient entendre dans l'assemblée. Il faut arrêter ça, s'exclama Céliane oscillant entre l'énervement et le désespoir. On ne peut pas le laisser faire tout de même. Reste tranquille, hors de question de, commença Jade avant de se taire de façon brusque. Son voisin proche, Netona, venait de s'élancer vers Elibaume. Il semblait hors de lui, et tremblait presque de fureur. Dans sa rage, il poussa d'une main le grand chancelier Hicham qui se trouvait sur son chemin, et tandis que le vieil homme tombait à terre avec lourdeur, Netona leva le blaster qu'il possédait pour le pointer vers Elibaume. Non, cria Jade. Mais c'était trop tard. Le coup venait de partir et il transperça le thorax d'Elibaume au niveau de son cœur. Ce dernier regarda son ex-lieutenant, les yeux remplis de surprise et d'incompréhension, puis il s'effondra, mort avant de toucher le sol. Tout bascula alors dans la salle. Les différents agents, postés un peu partout, brandirent leurs blasters et se mirent à tirer en direction de Netona. La panique s'empara aussitôt de l'assistance. Tout le monde commença à crier, et à courir en tous sens pour se cacher derrière ou sous les tables ou bien se plaquer à terre. L'affolement des convives n'arrangea rien, puisque certains, terrorisés et privés de manière provisoire de leur bon sens, essayèrent de se précipiter vers la sortie, en se plaçant entre plusieurs agents et Netona. Ils reçurent des tirs perdus, et s'écroulèrent en hurlant. Netona, quant à lui, plongea dans le dos de la statue pour s'en servir comme bouclier tout en répliquant sur les gardes qui le ciblaient. Au centre, une poignée d'invités qui, totalement pétrifiés, ne savaient que faire et qui se tenaient toujours debout, prirent plusieurs rayons d'énergie et tombèrent au sol, certains blessés, certains morts. Miss Bay fit basculer la table contre laquelle elle se trouvait. Elle était assez grande pour protéger tout son groupe. Elle s'empara de son blaster à son tour et se tourna vers son escouade. « Mettez vos armes en dégâts non létaux », cria-t-elle. « Il faut assommer ces gardes, pas les éliminer. Ils ne sont peut-être pas responsables de leurs actes. » « Oui », répliquèrent ces hommes d'une seule voix. « Mais vous êtes tous devenus fous », hurla Jade en se cachant derrière la table et en attirant Céliane à lui. Iridris et Ilan se précipitèrent à leur tour pour profiter de leur protection improvisée, et depuis cet abri, ils regardèrent la situation totalement démente qui se déroulait sous leurs yeux, mais sans comprendre ce qu'il venait de se produire et sans pouvoir agir. « Comment pouvons-nous arrêter ce massacre » s'exclama Iridris dans le Nahal. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait dépassée par les événements, pétrifiée, sans aucune solution à apporter. Elle inonda le Nahal sans le vouloir avec ses sentiments et en conçut une honte immédiate. Elle, qui était le symbole de la sagesse au sein de son peuple,
celle qui ne pliait jamais quelles que soient les circonstances, découvrait avec horreur qu'elle aussi possédait des faiblesses. Les tirs et les cris de panique ou de douleur se poursuivaient dans la salle. Jade se décala quelque peu afin d'avoir un point de vue direct vers l'arrière de la statue. « Netona » hurla-t-il de nouveau. « Mais pourquoi ?» Il s'interrompit brusquement, puis reprit. « Derrière vous. » Netona se retourna pour voir Ruby fondre sur lui. Son visage rempli de haine, elle leva une main sur l'ex-lieutenant, et d'un geste qui pourrait s'apparenter à la patte d'un grand félin s'abattant sur sa proie, elle visa le blaster pour le désarmer. Netona eut juste le temps de bouger son bras, et au lieu de l'atteindre à cet endroit, elle griffa tout son torse, déchirant son costume de l'APC, jusqu'à meurtrir sa chair. Déstabilisé, il regarda les dégâts causés par les ongles, sans comprendre, avant d'entreapercevoir un petit reflet métallique. « Oui, il ne s'agit pas de vrai, » fit Ruby d'un air méchant. « Quand on est une faible femme comme moi, il faut avoir des armes pour se défendre. » Elle se rua de nouveau sur Netona qui perdit son blaster dans la bagarre. « Une faible femme dites-vous » s'exclama-t-il en essayant d'éviter ses coups de griffe. Et tout en s'empoignant l'un l'autre, Ruby laissa échapper sa rage. « Vous avez tué Elibaume, vous, le traître, il avait confiance en vous, vous l'avez abandonné. Il était fou. Il avait des projets grandioses. Vous êtes aussi dingue que lui. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes rien, ces gens ne comptent pour rien, que du bétail sans importance. L'histoire ne se souviendra pas d'eux. Il aurait créé un monde parfait. Nous aurions régné sur cette galaxie. Nous aurions établi une dynastie. Des générations de nos enfants auraient maintenu la paix, et nous serions devenus des dieux. Elle nous l'avait promis, elle nous l'avait montré. Vous êtes malade. La seule chose qu'on retiendra de vous et d'Elibaume, c'est que vous étiez tous les deux des fous dangereux. La Confédération se portera mieux sans vous. Il réussit avec difficulté à dégager son bras droit, et en profita pour asséner un grand coup de poing à la femme, qui se retrouva projetée au sol. Elle se releva avec une rapidité surprenante, mais il parvint à récupérer son blaster et le pointa vers elle. Il tira, mais avec un réflexe incroyable, elle évita le rayon d'énergie de façon partielle. Celui-ci ne toucha que son épaule. Elle cria sous la douleur, y voyant que son opposant s'apprêtait à recommencer, elle s'élança vers la fenêtre la plus proche et sauta. Netona demeura immobile, stupéfait. Il entendit le choc de sa chute quelques mètres plus bas, mais ne bougea pas de sa cachette pour aller vérifier si oui ou non elle avait survécu. Les tirs continuaient dans la salle. Quelques invités avaient essayé de fuir, certains avaient réussi, d'autres avaient été touchés et restaient maintenant au sol. « C'est ça que vous vouliez, Netona » hurla Jade hors de lui. « Regardez ce que vous avez fait. » Il fallait que quelqu'un agisse, cria Netona en retour. Vous ne faisiez rien pour empêcher la prise de pouvoir. Peut-être parce que nous attendions le bon moment, espèce de sombre crétin. Le problème est réglé maintenant. Ah oui, vous trouvez ? Cet endroit s'est transformé en champ de bataille. Il y a des morts partout. Le prix à payer pour éliminer la menace que représentait Elibaume, murmura Netona si bien que Jade ne put l'entendre. Puis il se risqua hors de sa cachette pour essayer d'atteindre le haut du costume de son ancien chef, qui gisait à quelques mètres de lui devant la statue. Il réussit à agripper une manche et à ramener le corps vers lui avec une certaine difficulté, avant de déboutonner la veste. Il découvrit ainsi un énorme pendentif ressemblant à celui qu'ils avaient récupéré sur Ruby, sauf qu'il symbolisait une flamme stylisée. Il le prit, le jeta par terre et d'un coup de talon, il brisa la pierre précieuse qui contenait le dernier aliénateur. Quelques secondes plus tard, les tirs cessaient dans la salle. Jade risqua un coup d'œil au-dessus de la table qui le protégeait lui et ses camarades. Les agents de l'APC sous les ordres d'Elibaume venaient brusquement de s'effondrer. Il se leva avec prudence, imité par ses compagnons, pour constater l'horreur de la situation. Le grand chancelier Hicham gisait à terre, sans vie, de même que de très nombreux convives. Quelques râles se faisaient entendre, ainsi que des pleurs des personnes ayant réussi à se mettre à l'abri. « Il faut secourir les blessés », ordonna Iridris en se reprenant. Elle se dirigea vers les hommes et les femmes allongés sur le sol,
vérifiant s'ils étaient morts ou seulement touchés, et tentant d'apporter des soins de base à la manière Siliane. Elle fut bientôt rejointe par les autres, et tous essayèrent d'aider ceux qui respiraient encore. Netona, quant à lui, sortit de derrière la statue et observa d'un air sombre la situation. Jade le remarqua et lui jeta un regard noir, dépourvu de toute empathie, tout en se concentrant pour refermer les blessures d'une femme inconsciente qui gisait à terre. Il fallait le faire, murmura Netona. Nous n'avions pas le choix. D'énormes bruits d'explosion se firent alors entendre au dehors. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Céliane inquiète. Gaval, Errol, allez voir, ordonna Miss Bay. Ils acquiescèrent et se dirigèrent vers la sortie du palais au rez-de-chaussée. En chemin, ils furent stupéfaits de constater que la plupart des gens étaient au sol, inconscients. Ceux qui ne l'étaient pas essayaient de réveiller les autres, mais sans y parvenir. Je n'arrive pas à croire qu'il y avait autant de monde sous l'influence des aliénateurs, s'exclama Gaval. La situation était bien pire que ce que nous pensions, confirma Errol. Un homme qui secouait plusieurs personnes avec frénésie les interpella, affolés. Aidez-moi, je vous en prie. Ils se sont effondrés, d'un seul coup. Ils ne se relèvent pas. Ils respirent, mais ils ne bougent plus. Je vous en supplie. Agent, faites quelque chose. Gaval le prit par les épaules, et le força à s'asseoir sur une des marches de l'escalier. Calmez-vous, lui dit-il d'une voix apaisante. Ils ne sont pas en danger. Ils sont juste inconscients, mais ils vont se réveiller dans quelques minutes. Restez avec eux. Ils auront besoin de vous quand ils reviendront à eux. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? L'homme acquiesça d'un vague signe de tête, pas très convaincu. Bien, fit le cadet. Nous allons appeler des renforts et nous rendre en bas pour voir si d'autres gens nécessitent notre aide. Nous avons la situation en main. D'accord, murmura le type. Une nouvelle explosion retentit dehors, ainsi que des cris et des bruits assourdissants de bâtiments en train de s'effondrer. L'homme sursauta et regarda autour de lui avec des yeux de bête apeurée. Que se passe-t-il? S'écria-t-il en tremblant de tous ses membres. Une attaque? Des terroristes? Comme sur Caxido? Nous devons y aller, restez ici, commanda Gaval. Je ne bouge pas. Parfait. Le cadet et son supérieur atteignirent le rez-de-chaussée avec rapidité. Ils jetèrent un œil sur l'énorme baie vitrée du palais pour voir ce qui se déroulait dans la rue. Dehors, le chaos avait remplacé la tranquillité habituelle de la planète capitale. Plusieurs vaisseaux de différentes tailles étaient tombés du ciel avec brutalité, heurtant les hautes tours et créant des cratères dans les artères de la ville, le tout accompagné d'explosions, ainsi que de poussière et de débris qui avaient été expulsés en tous sens. Au sol, de nombreux véhicules légers avaient percuté passants et bâtiments. Des blessés se relevaient avec peine, couverts de sang et hébétés, d'autres, assis sur les trottoirs, pleuraient, les mains tremblantes et demandant de l'aide. Beaucoup de gens restaient allongés, inconscients ou morts. Des colonnes de fumée au loin montaient dans le ciel, tandis que d'autres transports aériens continuaient de s'écraser un peu partout. Tous les implantés de l'ordre étaient brusquement entrés dans un mini-coma lors de la destruction du dernier aliénateur. Ceux qui marchaient s'étaient effondrés au sol. Ceux qui conduisaient un véhicule l'avaient laissé poursuivre leur course sans directive. Dans toute la galaxie, le nombre de morts ou de blessés devait être vertigineux. Gaval et Errol restèrent interdits devant le spectacle. « Que avons-nous fait » murmura Gaval d'une voix tremblante. « C'est notre faute, n'est-ce pas ? La désactivation brutale des aliénateurs, tous ces gens qui se trouvaient sous leur contrôle. » Nous ne pouvions pas savoir, répondit Errol la gorge serrée. Gaval eut alors un haut-le-cœur et se précipita contre un mur pour s'y appuyer. Il se mit à respirer bruyamment, comme s'il n'avait plus d'oxygène, avant de se laisser choir sur le sol. Errol vint le rejoindre et lui donna une tape sur l'épaule. « Gaval, reprenez-vous, lui dit-il. Nous allons avoir besoin de tout le monde pour sauver un maximum de personnes. Nous nous devons d'agir et de prendre les choses en main. Ces gens comptent sur nous. » Le cadet le regarda, la gorge serrée, et réussit à prononcer quelques mots. « Ce qui arrive ici, doit se produire dans toute la galaxie. » Errol ouvrit la bouche,
Mais aucun son n'en sortit. Il secoua la tête, refusant l'horrible vérité. La Confédération, à présent sans gouvernement, avec une toute petite poignée d'agents de l'APC non implantés, venait de plonger dans le chaos.